On se rend compte aussi que, en tout cas, un des premiers événements qui ont mis une conscience sur ce sujet-là, c'était Kyoto. C'était il y a 30 ans. On s'est rendu compte que l'humanité a émis autant de CO2 dans ces 30 dernières années, depuis Kyoto, que dans pratiquement les 2 siècles précédents. Donc on voit qu'on n'a pas du tout réussi à inverser les tendances. Et ça avait été pointé par le rapport Meadows. Et Denis Meadows, on l'a reçu d'ailleurs sur Elucide il y a un peu plus d'un an. Je conseille d'aller voir cette vidéo qui est vraiment très très intéressante. Meadows qui avait fait dans les années 70 des prévisions. On en est où de la réalité par rapport aux différents scénarios que ce groupe de chercheurs, de scientifiques avait essayé d'esquisser pour notre avenir il y a maintenant une quarantaine d'années? Alors, Denis s'est donné l'amido, c'est 1972. C'est un rapport publié par une équipe du MIT à la demande du Club de Rome. À l'époque, en fait, techniquement, en 72, il n'y a pas de réchauffement climatique dans les prospectives de Meadows parce qu'ils n'ont pas assez de données. Le GIEC n'existe pas encore. Et donc, c'est essentiellement la raréfaction des ressources naturelles, dont on va peut-être reparler, et puis la saturation des puits d'absorption de la pollution. Et rien que ça permet à l'équipe Meadows d'esquisser 10 grands scénarios prospectifs. Donc là aussi, techniquement, ce n'est pas tout à fait de la prévision, parce qu'ils se gardent bien de dire on sait ce qui va arriver. Mais en revanche, c'est des scénarios prospectifs. Il y en a 10 conçus par l'équipe du MIT, et les deux premiers concluent à des effondrements de la production agricole, puis de la production industrielle, puis de la population humaine au cours de ce siècle. Premier scénario, effondrement autour des années 2060. Deuxième scénario, autour de cette décennie-là. Alors, à l'époque, les économistes ont complètement négligé le rapport Meadows. Historiquement, on a vu que Robert Solow, qui entre-temps a eu le prix Nobel en économie, en 1973, il est le président de l'American Econometric Society. Il fait un discours en disant « Ah, mais quand même, un certain nombre de personnes nous alertent sur la question de la raréfaction des ressources naturelles. » Donc il dit « Voilà, c'est un sujet. » Puis en 1974, le sujet a disparu. Et les économistes ont essentiellement enterré le rapport Meadows. Et puis jusqu'au jour où, en 2008, un physicien, ce qui n'est pas un hasard, ce n'est pas un économiste, un physicien australien, Turner, reprend le travail de Meadows et dit, mais en fait, ça fait maintenant presque 30 ans que l'équipe Meadows a produit ces scénarios. Qu'en est-il de ce qu'on a observé depuis lors sur la planète? Et Turner a la surprise de constater que les scénarios Meadows marchent très très bien. C'est-à-dire que ça colle vraiment bien avec la trajectoire effectivement poursuivie par la planète. Pour en être sûr, il demande à une de ses doctorantes à Harvard de reprendre le travail. Il publie ça quelques années après et malheureusement, ça confirme le résultat initial qui est que si on fait du backtesting, c'est-à-dire on regarde ex post la manière dont le scénario prospectif conçu plusieurs décennies plus tôt a fonctionné, on voit que ça marche très bien. Deuxième surprise, malheureusement négative, les deux scénarios sur les 10 qui collent très bien avec la trajectoire suivie par la planète sont les deux scénarios qui nous conduisent à un effondrement, même sans tenir compte du réchauffement climatique. Oui, surtout que ces scénarios, peut-être ce qui est de plus frappant, c'est ces scénarios qui s'appelaient les business as usual. Autrement dit, c'était en gros, on voit qu'il va y avoir un mur potentiellement dans un demi-siècle et on fait rien. C'est-à-dire qu'on continue sur la même tendance que précédemment, on n'a rien inversé. C'est ces scénarios-là qui collent avec la réalité et qui montrent finalement on n'est pas arrivé à s'adapter. Et pourtant, ces scénarios, comme tu dis, ils aboutissent à des scénarios catastrophiques au niveau global. Alors comment on fait finalement pour faire face à cette menace? Est-ce que ça passe probablement par des changements économiques profonds, mais est-ce qu'on peut y arriver sans sortir peut-être pas du capitalisme en tant que tel, mais en tout cas du financiarisme actuel? C'est quoi ta vision sur ce Alors, point-là? sans sortir de la financiarisation de nos sociétés aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible, bien qu'on ait par ailleurs absolument besoin de la finance pour financer la transition énergétique et écologique, globalement. Donc, à mon avis, pour répondre à ta question, il y a deux, il y a deux points sur lesquels on a travaillé à l'Institut Rousseau. On a publié 2 rapports sur cette question. Le premier, disons, au mois de mars de cette année, 2022, qui s'appelle 2% pour 2 degrés. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quoi, pour la France, un scénario de transition énergétique? On n'a pas regardé les autres questions dont j'ai parlé tout à l'heure, minerais, tout ça. Donc, on a juste regardé, entre guillemets, la question énergétique, mais c'est déjà pas mal, puisqu'on ne le fait pas actuellement. Scénario de transition énergétique qui nous conduit à ce à quoi on s'est engagé, c'est-à-dire la neutralité carbone nette en 2050. Neutralité carbone nette, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus de CO2, mais ça veut dire que les émissions résiduelles sont entièrement compensées par l'absorption de CO2, par exemple par nos forêts. Ce qui suppose, au passage, j'ouvre une parenthèse, de prendre soin de nos forêts. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Le gouvernement a acheté 90 blindés anti-émeutes
pour les prochains gilets jaunes, et on a moins de 10 Canadaires en France pour protéger nos forêts. On voit qu'il y a un petit choix de société, en fait, derrière cette affaire-là. On va laisser brûler nos forêts. Par contre, on va bien taper sur les prochains gilets jaunes. Alors, donc, le scénario qu'on a construit, nous, c'est on arrive à la décarbonation, enfin, en tout cas, la neutralité carbone nette en 2050. Et ça coûte combien? Ça coûte 2% du PIB chaque année. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. Et on a construit notre scénario en s'inspirant du scénario en partie construit par l'équipe de Jean-Marc Jancovici, le SHIFT, le scénario RTE, le scénario Négawatt, etc. Donc je crois que du point de vue de la réalité matérielle de ce qu'on propose, c'est extrêmement réaliste. Tous les observateurs et les experts sur la place sont d'accord pour dire qu'on peut le faire. La nouveauté de notre rapport à nous, c'est qu'on a chiffré le coût et qu'on a proposé des solutions de financement. Bonne nouvelle. Donc on peut le faire. C'est encore faisable aujourd'hui. Deuxième point, comment est-ce qu'on finance? Donc, ce qu'on montre, c'est que l'État doit financer une bonne trentaine de milliards chaque année. Et là, de nouveau, c'est tout à fait faisable, en fait. On est à 111% du PIB de dette publique. C'est vrai que c'est pas bien, mais le Japon est à 250%. Et la question, c'est les 2 premières lois de la Terre, on ne peut plus les changer, on ne peut pas les changer. En revanche, nos conventions comptables, on peut encore les changer. Donc, mon point de vue, c'est que ce n'est pas si grave que ça de continuer à s'endetter, pourvu que ce soit pour préparer l'avenir. Si c'est juste pour alimenter l'abus spéculatif sur les marchés financiers, ce n'est pas intéressant. Mais on a aussi besoin de la finance. Et la finance, aujourd'hui, la finance de marché, disons, malheureusement, et le secteur bancaire, continue de faire essentiellement du greenwashing. Ça, c'est l'excellent travail qui a été fait par Julien Lefournier et Alain Grandjean dans un petit bouquin que j'avais préfacé qui s'appelle L'illusion de la finance verte. Voilà. Et la question qu'on s'est posée à l'Institut Rousseau, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que la finance, bien qu'elle prétend depuis 2009, après la crise des subprimes, elle a fait son chemin de Damas sur la question écologique, pourquoi est-ce qu'elle continue de faire du greenwashing et en réalité d'être debout sur le frein à main de la transition énergétique dans nos pays? Et la réponse, je crois, c'est ce qu'on a montré dans un rapport qu'on a publié l'an dernier, qui est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les bilans des 11 premières banques de la zone euro. Donc les 4 mégabanques françaises, les 2 plus grandes banques italiennes, les 2 espagnoles, les 2 allemandes, etc. Et ce qu'on a montré, c'est que dans leur bilan, ces banques ont énormément d'actifs financiers directement liés aux fossiles. Le montant global, c'est 530 milliards d'euros. Et ça représente en moyenne 95% de l'equity, en anglais, des fonds propres, core tier 1 pour les spécialistes, de ces banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain matin, on décidait que les 3 hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz, étaient des actifs échoués, bannis, qu'on n'ait plus le droit de brûler aucun de ces 3 hydrocarbures, la valeur de marché de ces actifs financiers s'effondrerait assez vite à zéro, creuserait un trou noir dans le bilan de ces banques, absorberait la quasi-totalité de leurs fonds propres et ces banques seraient en faillite. Et donc, nous, la question qu'on s'est posée à l'Institut Rousseau, c'est comment est-ce qu'on sauve nos banques? Parce qu'au fond, le fait que ces banques aient dans leur bilan les métastases en fait, des actifs fossiles, c'est le reflet, alors c'est parce que ces banquiers n'ont pas fait leur boulot, mais c'est aussi le reflet des choix de société auxquels on a tous contribué depuis 50 ans. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de jeter la pierre sur les banquiers aujourd'hui. Il faut travailler avec eux parce qu'on en a besoin et les aider en fait à se libérer de leur dépendance aux fossiles héritée des 50 dernières années. Mon intuition à moi, c'est que tôt ou tard, la Commission européenne va se réveiller par rapport à cette énorme question, dont les banquiers sont parfaitement conscients. J'ai discuté avec eux. En fait, ils n'ont pas attendu l'Institut Rousseau pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'ils font du greenwashing. C'est-à-dire qu'ils savent que si on avance trop vite du côté de la transition énergétique, ils sont morts. Donc ils ne cessent de répéter « Ouh là là, il est urgent d'attendre » ou de se hâter lentement, quoi. Et ils disent ça à tout le monde, à la classe politique, aux industriels, etc. Donc la Commission européenne, tôt ou tard, va finir par se réveiller et va dire on va utiliser la même méthode que pour les actifs subprime de 2008. On va demander à chaque État de la zone euro de créer ce qu'on appelle une banque de défaisance, une bad bank, qui va racheter les actifs fossiles des banques privées aux frais du contribuable et va faire la perte. Et puis la banque, elle sera libérée. Pour elle, ce sera Noël. C'est-à-dire qu'on lui aura enlevé les métastases, on aura mis de l'argent frais dedans, c'est parfait, elle pourra continuer d'opérer en étant guérie. Le point disons, la difficulté avec cette, entre guillemets, solution, c'est que la bad bank étant une banque d'État, la dette de la bad bank va devenir de la dette publique, ce qui veut dire qu'à la fin, c'est le contribuable français qui paye. Et donc, je pense que ce n'est pas juste comme solution, même si c'est efficace, d'autant qu'il y a une autre solution, plus juste à mon avis, qui est de demander à la Banque Centrale Européenne de jouer le rôle de la bad bank. Et elle, de jouer le rôle de la banque qui rachète pour tout le monde,
et qui ensuite fait la perte. L'avantage, c'est que la Banque centrale européenne n'est pas la banque d'un État. Donc, ça ne sera pas reporté sur la dette publique de quiconque. Et la Banque centrale européenne est une banque centrale. Donc, elle peut faire des pertes sans cesser d'opérer, ce qui a été rappelé par la Banque des règlements internationaux en Suisse. J'ai vu ta proposition, mais j'avoue que moi, tout simplement, quand j'ai lu le problème, je me suis dit: «Mais pourquoi on ne fait pas une loi pour dire aux banques, bah, vous vendez ces trucs-là sur les marchés et puis ce sera évidemment sans doute une petite perte parce qu'ils seront dévalorisés ces actifs. Bon, bah, ça c'est pour l'actionnaire, bienvenue dans le capitalisme en fait et pourquoi on s'embête à vouloir leur faire encore, reprendre ça de façon directe ou indirecte par le contribuable?» Si tu as des actions Total aujourd'hui BNP, tu vends tes actions Total. Bon, bah, l'action Total, elle fera moins 20 bah, Pouyanné, il va falloir qu'il survive avec 4 millions d'euros et de 6 et puis voilà, quoi. Oui, on pourrait faire ça. La difficulté, c'est que si on commence à dire ça, on donne le signal qu'on ne croit plus en la valeur de ces actifs. Et la question, c'est quels seront les acheteurs qui vont acheter ces actifs. Mais tu n'as pas tort, mais ça s'appelle, c'est une opération extrêmement dirigiste, quoi. Hein. Ça, c'est l'opération Berruyer. Excuse-moi, c'est l'opération Berruyer. Voilà. Non, bah, c'est qu'on va faire la transition, mais pas dirigiste. Attention, on va le faire doucement, petit à petit. Moi, je pense qu'au bout de 2-3 siècles, on va commencer à avoir le début d'un plan pour le mettre en place. Non. Ça va bien se passer. Alors, non, tu as vu, Elisabeth Borne est convertie à la question de la planification écologique et elle demande maintenant à ses ministres de lui donner une feuille de route méthodologique sur la méthode qu'ils vont employer. C'est déjà pas mal, on a fait un progrès. C'est comme Bruno Le Maire, il appelle, c'est ça, mais il n'y a personne qui décroche en fait. Moi, j'appelle à baisser, j'appelle à limiter les salaires, j'appelle à faire les trucs, mais ouais, voilà. Ça, si tu serais ministre, ce serait utile, quoi. En fait, sur le fond, je pense que tu n'as pas tort, mais tu vois, honnêtement, hein, c'est une solution beaucoup plus, disons, interventionniste. Non, mais est-ce que tu penses qu'on va régler ce problème sans être très interventionniste, en fait? Je ne crois pas, effectivement, on va l'être, mais la question, on le sera très probablement une fois qu'on sera devant la falaise, ou déjà, en fait, avec un pied et demi dans la falaise. Voilà, bon, c'est vrai, tu as raison.